bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fadila Lanan. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, secrétaire d'État bruxelloise, chargée de la propreté publique, entre autres, mais bien d'autres choses, et aussi ministre-président de ce qu'on appelle la COCOF, la Commission communautaire française. On en parlera. Mais tout d'abord, je voudrais que vous réagissiez à cette info de ce matin. La ministre NVA, Lisbeth Homans, qui ne reconnaît pas la nomination de 4 des 6 bourgmestres des communes à faciliter de la périphérie. En cause, l'envoi de convocations électorales non conformes d'après elle. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première, c'est la NVA est décidément incorrigible. Deuxième type de réflexion, il faut respecter la loi flamande. Et enfin, ce sont des vexations inutiles. Bon, aussi entre la première proposition et la troisième, mais moi je pense qu'on est vraiment face ici à un déni de démocratie. La NVA, comme d'habitude, s'arroge des droits incroyables et nie la volonté populaire et la démocratie populaire locale. Et ici, alors aujourd'hui, j'entends que le MR critique la position de la NVA et pendant plusieurs années, jusqu'il y a quelques jours, ils étaient accoquinés, ils faisaient des mamours à la NVA qui ne respectent rien, ne respectent ni la volonté populaire, ni les francophones. Et donc, c'est un vrai scandale pour moi. Donc là, il y a une espèce de front francophone aujourd'hui contre cette décision, apparemment. Oui, effectivement. Alors, parlons des étudiants, parce que, on ne le sait peut-être pas toujours, mais au niveau de la COCOF, vous avez des écoles, hein, que ce soit du supérieur ou du secondaire. Mais on a évidemment beaucoup parlé la semaine dernière de ce texte prévu à la région wallonne pour aider les Wallons qui habitent loin, qui choisissent un cote loin de leur lieu de résidence, mais pour une UNIF wallonne seulement. Et on avait oublié les écoles supérieures et les UNIF bruxelloises. Donc vous avez réagi tout de suite au sein du gouvernement, lettre à la région wallonne, et est-ce qu'on vous a entendu à la région wallonne ? Alors donc pour rappel, la Wallonie et la ministre Debu a pris une décision en première lecture au gouvernement wallon pour soutenir, pour 1 000 € par an, les étudiants wallons qui vont dans des universités wallonnes qui sont distantes à plus d'1 heure de chemin en voiture, et oublie fondamentalement Bruxelles, puisque vous savez que Bruxelles, la région bruxelloise accueille plus de 100 000 étudiants dans 50 établissements francophones et néerlandophones. Que nous, au niveau de Bruxelles, nous ne faisons aucune discrimination entre les étudiants. C'est-à-dire que d'abord, nous avons développé une politique en matière d'agence immobilière sociale pour les étudiants pour faire en sorte que cela diminue le prix du loyer de leur cote à Bruxelles, qu'ils soient flamands, wallons ou bruxellois. Qu'on a aussi adopté des mesures en matière de mobilité, notamment l'abonnement scolaire est de 50 € pour tous les étudiants, quel que soit leur domicile, qu'ils soient flamands, wallons ou bruxellois. Et que nous avons aussi développé tout un projet sur les casernes AXL où nous allons créer 600 logements en faveur des étudiants. Et là aussi, nous accueillerons des Wallons, des Flamands et des Bruxellois. On ne fait aucune distinction. Pour nous, les étudiants qui sont chez nous, même quelque temps, ils sont bruxellois. Et ici, nous sommes face à une mesure wallonne où, en fait, on discrimine les établissements scolaires bruxellois. Alors, le courrier que nous avons adressé, Guy Van Engel, Rudy Vervoort et moi-même, au ministre-président Borsu, a été discuté, notamment, je l'ai évoqué, au comité de concertation il y a quelques jours. Et je peux dire en tout cas que de la part du ministre-président Borsu, il y a une volonté de concertation. Donc il me disait à juste titre que c'était la première lecture et qu'il voyait bien qu'il y avait un problème sur ce dispositif et qu'il était prêt à en discuter. Aujourd'hui, j'entends aussi que la ministre Debu est à l'écoute par rapport à des amendements, mais est-ce que cela va aller jusqu'au point de soutenir un étudiant wallon s'il a un cote à Bruxelles? Ça, c'est le grand point d'interrogation qui reste. Est-ce que la région ne devrait pas, elle aussi, aider, peut-être aussi, avec cette idée-là, de donner de l'argent à un étudiant qui vient de loin, favoriser ceux qui... Ou bien vous trouvez que ce serait discriminant alors par rapport aux autres? Mais je vous ai dit, les mesures que nous avons adoptées à Bruxelles... Vous, ça suffit ce que vous faites, c'est ça que nous, vous dites. on s'adresse à tous les étudiants, quel que soit leur domicile d'origine, c'est-à-dire que les Flamands, les Wallons et les Bruxellois ont les mêmes droits à Bruxelles. Donc je pense que Bruxelles montre que c'est une ville qui est inclusive et qui englobe tout le monde, sans discrimination. Est-ce que vous croyez que c'est un premier pas vers une régionalisation de l'enseignement, ce genre de décision-là? Mais là, ça montre en tout cas les limites de ce débat et de cette question sur la régionalisation de l'enseignement ou de la culture. Là, on voit que quand on prend des dispositions au niveau régional, elles ont un impact et des conséquences sur une autre région. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et je pense, moi qui suis
plutôt une communautariste dans l'âme. Je pense que les politiques... Communautariste au sens Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien entendu. Pas se tromper. Merci de le préciser pour éviter les polémiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi je pense que quand on mène des politiques communautaires, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles par exemple, eh bien il faut avoir aussi une attention particulière sur les territoires et avoir, je dirais, une vision politique que l'on met en place avec les spécificités d'une région. On sait qu'en Wallonie, il y a la dimension non urbaine, plutôt rurale. À Bruxelles, ce sont, je dirais, des communes, c'est une grande ville, c'est une grande région. Et donc, c'est sûr que ces politiques, elles doivent être attentives à cela, sans aller, évidemment, jusqu'à la régionalisation, parce que là, on voit, quand on régionalise une politique, eh bien, ça fait paf, puisque là, on discrimine effectivement des étudiants. Alors, une autre matière au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la culture. Vous la connaissez bien, pendant 10 ans, vous avez été ministre de la Culture, et maintenant, vous êtes finalement ministre de la Culture au niveau de la Commission communautaire française. La ministre Gréauly subit ces dernières semaines le feu des critiques. Alors, il y a les petits éditeurs de livres qui se plaignent, les comédiens, les théâtres, les réalisateurs de cinéma. C'est quand même une catégorie qui râle tout le temps, quand même, dans la culture, non? Ou bien ils ont raison ici? Je ne me suis jamais mêlée de ce que faisait mon successeur à la culture, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, elle se mêle de ce que vous avez fait. Parce que quand les compagnies théâtrales l'attaquent, dans un article du Soir de la fin de la semaine dernière, elle dit « Avant moi, les compagnies théâtrales recevaient 89 millions Petit Bonheur la chance, selon la manière dont ils s'articulaient avec la ministre précédente. » Et ils ont en présent 99 millions, etc. Mais quand on voit la gestion calamiteuse d'Alda Gréauly au niveau des allocations familiales de ce week-end, on l'a vu, 120 000 familles n'ont pas reçu leur allocation à temps. Et on voit qu'elle ne prend pas ses responsabilités et qu'elle rejette la faute sur les autres. Alors franchement, au niveau des leçons qu'elle donne, je pense qu'elle peut revoir son régime. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit que l'ensemble des secteurs culturels se plaignent de la gestion de Mme Gréauly, c'est qu'il y a sans doute une raison. Et dire qu'à l'époque, ou à mon époque, c'était au Petit Bonheur la chance que les acteurs étaient subventionnés, c'est un mépris, à la fois à l'égard des opérateurs culturels, des artistes, mais aussi de l'administration qui, évidemment, prépare les dossiers, soumet ces dossiers aux commissions d'avis, à des experts qui connaissent les secteurs, et qui donne un avis au ministre, et le ministre en général suit cet avis. Là, vraiment, je trouve que c'est un mépris qu'elle a à l'égard de l'ensemble du secteur culturel. C'est vraiment dommage. Quand on voit aussi, elle dit qu'elle a augmenté de 10 millions le budget du secteur théâtral. Ça fait un petit peu plus que 10% de ce seul budget pour le secteur théâtral. Je ne suis pas sûre qu'elle ait obtenu autant d'augmentation dans les autres secteurs de la culture. Moi, quand je regarde au niveau de la COCOF, je gère le secteur culturel. Quand je suis arrivée il y a à peu près 5 ans, le budget était de 10 millions d'euros pour la culture et le sport. Aujourd'hui, il est de 14 millions. Moi, j'ai augmenté mon budget de 40%. Et je peux dire que je récupère aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ont été rejetés au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment dans sa politique de contrat-programme où elle a supprimé une série ou diminué une série d'opérateurs culturels importants qui étaient là depuis 20 à 30 ans. Et je récupère aujourd'hui au niveau de la COCOF ces projets parce qu'ils doivent être soutenus, il faut continuer à les soutenir. Et je le fais évidemment avec le soutien de mon administration, avec toute l'objectivité possible. Mais aujourd'hui, je trouve que Alda Gréauly n'est vraiment pas classe à être aussi méprisante et insultante. Je pense qu'elle devrait un peu revoir sa façon de travailler et surtout respecter les interlocuteurs qui sont dépendants d'elle. Alors parlons de votre département de propreté publique, hein, ça c'est au niveau de la région. Alors en 2016, vous avez réformé Bruxelles Propreté, notamment les horaires, les trajets. Et maintenant on parle à nouveau de revoir peut-être les trajets et les horaires pour qu'il y ait moins de récoltes pendant les heures d'embouteillage sur les axes commerciaux. On doit encore changer vraiment pour améliorer ? Je dois dire qu'effectivement, donc la réforme a été importante puisqu'on a maintenu le service de 2 sacs blancs par semaine, qu'on a mis fin à l'alternance des sacs bleus et jaunes, c'est-à-dire que toutes les semaines, on sort tous les sacs, et qu'on a ajouté le sac organique, le sac orange, et le sac vert est toujours d'actualité, bien entendu. Donc, plus de services aux Bruxellois pour un service gratuit, puisque la seule chose que coûte
qui coûte aux citoyens, c'est de payer son sac au prix coûtant dans le supermarché. Alors, par rapport aux collectes, c'est vrai que comme on a augmenté le service, on a effectivement beaucoup plus de personnel sur le terrain pour améliorer la propreté dans nos rues. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il fallait commencer plus tôt aujourd'hui de mettre les camions en circulation pour collecter les déchets. Et donc, à partir de 5h30, vous avez des camions qui sortent des dépôts pour aller collecter les déchets. Ce que nous avons aussi demandé, c'est que dans ces collectes, c'est qu'on puisse le faire en ne restant pas trop longtemps sur les axes importants, c'est-à-dire que pendant les heures de pointe, il est inutile de voir un camion sur un grand boulevard être là à l'arrêt toutes les 2 secondes. Ce que nous avons mis en place, c'est une circulation en caricole. Donc ça veut dire que le camion ne reste pas très longtemps sur le grand axe, puisqu'il est sur le grand axe et puis après il prend les rues adjacentes pour vraiment faire en sorte que l'on fluidifie le trafic. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore un problème sur les axes commerciaux ou les rues adjacentes des axes commerciaux, puisque là, parfois, vous avez des camions qui sont là en fin de matinée ou en début d'après-midi, mais vous savez que sur les axes commerciaux, ce sont des moments où les commerces travaillent beaucoup et qu'il y a beaucoup de passages. Et donc là, nous avons demandé à l'agence et à la direction de Bruxelles Propreté d'examiner des collectes différées, c'est-à-dire un peu plus tard dans la journée, pas des collectes nocturnes, mais des collectes différées pour permettre que ces rues ne soient pas engorgées à des moments où il y a beaucoup de passages. Et ça va se faire ? Oui, puisque le travail est en train d'être analysé et donc nous souhaitons vraiment, en accord d'ailleurs avec les communes, puisque à la conférence des bourgmestres à laquelle il m'avait invité comme secrétaire d'État à la propreté, nous avons justement discuté de cette problématique parce que nous souhaitons vraiment faire en sorte que Bruxelles soit le plus fluide possible au niveau de sa mobilité et que les camions ne bloquent pas complètement la ville. Donc ça, ce sera en 2019 Ce sera pour 2019-2020. Alors, vous avez aussi, très rapidement, la semaine des 4 jours chez Bruxelles Propreté, on commence quand? Parce que ça fait longtemps qu'on l'annonce, qu'on l'étudie. Là, on en parle de manière beaucoup plus réaliste. Ça commence vraiment quand, cette semaine des 4 jours? L'idée, ça a toujours été, et je pense que les malentendus ne sont pas du chef du gouvernement, l'idée, ça a toujours été d'être une analyse, c'est une étude pilote sur le terrain pour voir comment on peut mettre en place ce type de dispositif de la semaine des 4 jours, payés 5. Et donc, ça ne sera pas mis en place en tout cas sous cette législature. Il faudra effectivement que l'examen se fasse par rapport à l'avenir. Mais vous savez qu'il y a encore plein de dispositifs au niveau du fédéral qui doivent pouvoir accompagner cette mise en place concrète sur le terrain. Donc il n'y aura pas de mise en place de la semaine des 4 jours aujourd'hui, mais sans doute à l'avenir et pour en tout cas beaucoup d'autres secteurs. Merci Fadila Nanan. Vous retrouverez demain Stéphanie Meyer pour notre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.